D'abord, bonjour, et puis merci de m'inviter. Et puis sur le plan de la laïcité, je suis, je dirais, cofondateur également de l'appel Combat laïque, combat social, fédérer le peuple, hein, qui a regroupé 2500 signatures et qui aujourd'hui a 25 collectifs en France. Alors, mon intervention, elle va être focalisée sur un thème qui est combattre les feux croisés contre la laïcité. La laïcité est attaquée par des feux croisés, et le problème, c'est de les combattre efficacement. Pour les combattre efficacement, il ne faut pas employer les logiciels d'hier. C'est-à-dire, les logiciels d'hier, c'est quand il n'y avait pas de feu croisé contre la laïcité, il n'y avait d'attaque contre la laïcité que venant de 1 ou 2 points. Aujourd'hui, c'est 4. Et donc, la question, c'est qu'il faut réagir en termes stratégiques, et donc, il nous faut plus de radicalité sur le sujet, plus de cohérence, et plus de rassemblement. Et pour cela, comme j'ai très peu de temps, hein, parce qu'en général, je parle beaucoup plus, je suis un bavard, certains me connaissent, eh bien, je vais vous présenter 12 exigences stratégiques pour combattre ces feux croisés contre la laïcité, parce qu'ils viennent de plusieurs endroits à la fois. Ce que je viens de dire, c'est que si on n'attaque qu'un seul point d'attaque contre la laïcité, ça ne sert à rien. Il faut être capable d'attaquer les 4 adversaires de la laïcité. Alors d'abord, pour commencer, je vais commencer par faire ce qu'aucun homme ou femme responsable politique ou syndical ne fait aujourd'hui. Expliciter la définition historique de la laïcité, à savoir 4 items. Premièrement, la totale liberté de conscience, mais c'est un item parmi 4. Deuxièmement, c'est l'universalité du principe pour tous et toutes, c'est-à-dire que ce n'est pas un principe qui s'adapte à une catégorie, mais c'est un principe qui s'adapte à l'ensemble des habitants d'un endroit, d'un territoire, d'un pays, etc. Troisièmement, c'est l'utilisation de la séparation. Mais là, le principe de la séparation, c'est que il ne faut pas dire séparation de la sphère publique et de la sphère privée, parce que ce n'est pas clair. Ou alors il faut définir ce qu'est la sphère privée et la sphère publique. Alors en fait, pour être plus clair, c'est une séparation entre la société civile et de l'autre côté, 2 sphères, la sphère de l'autorité politique et la sphère de constitution des libertés. La sphère de l'autorité politique, ça apparaît clair pour tout le monde. La sphère de constitution des libertés, je reprends ça de Condorcet, c'est en fait aujourd'hui la sécurité sociale, les services publics et l'école. C'est-à-dire que ce qui se passe dans ces 3 institutions, on détermine des règles qui ne sont pas les mêmes que ce qu'il y a à l'extérieur. Vous comprenez que dans la société civile, il y a tout ce qui est privé. Entreprises privées, le mouvement associatif, les partis, les syndicats, mais également là où la société civile doit jouir de l'ensemble de ses prérogatives, c'est-à-dire que la plage et la rue font partie des espaces de la société civile. Donc les interdictions, elles sont dans la sphère de l'autorité politique, dans la sphère de constitution des libertés, école, services publics, sécurité sociale, et bien sûr derrière tout ce qui débouche de la sécurité sociale, les hôpitaux, etc. 4e item,
c'est que il est nécessaire d'avoir un lien politique entre tous les habitants d'un territoire, et que ce lien politique ne demande aucun lien d'une autre nature entre les habitants. Sous-entendu, le lien religieux n'est pas obligatoire pour avoir un lien politique. Voilà. Le deuxième point, c'est que la transcription juridique de la laïcité dans un pays comme la France fonctionne sur 4 textes et non pas un. Le premier texte, c'est la loi du 9 décembre 1905, mais dans son écriture de 1905. Et les 3 autres textes, ce sont les 3 circulaires de Jean Zay du Front Populaire, la circulaire du 1er juillet 36, du 31 décembre 36 et du 15 mars 37. Voilà la transposition juridique du concept philosophique de laïcité. La loi de 2004 n'est que le strict retour à la moitié de la circulaire du 15 mai 1937 de Jean Zay. Ce n'est donc pas une avancée de la laïcité, c'est l'élimination d'un recul. Et comme j'ai été l'un des protagonistes de cette bataille qui a duré 13 ans entre le rassemblement de Créteil, 1300 personnes, le 21 octobre 89, jusqu'au 18 octobre, qui a plié l'affaire après l'audition du vice-président de la Cour européenne devant la commission Stasi, eh bien, je peux vous dire que pour enlever une injustice laïque, il a fallu 13 ans de bataille, et dans ces 13 ans de bataille, on a eu, au départ, tout le monde contre nous. Tous les partis politiques, les directions, quand je dis partis politiques, c'est les directions, toutes les directions syndicales, et pratiquement toutes les directions associatives, sauf quelques-unes qui nous ont soutenus dès le début. Voilà. La loi promulguée le 9 décembre 1905 a été violée 17 fois. Elle a été violée soit par la hiérarchie des normes de l'ordre juridique, ce qui fait que, même dans une écriture, certains articles écrits dans la loi de 1905 ne sont pas opérationnels parce qu'il y a une autre loi postérieure qui dit le contraire. Et dans la hiérarchie des normes de l'ordre juridique, lorsqu'il y a 2 lois contradictoires, c'est la dernière qui a raison. Voilà. Et grâce à cela, je peux dire ici, ce que peu de personnes disent, c'est que tous les édifices religieux, pratiquement sans exception, qui ont été construits dans les dernières années, ont été construits sur fonds publics. 2 cathédrales catholiques, vous me poussez, je les nomme. Le temple évangélique qui est en construction de 7 étages avec restaurant panoramique au 7e étage, qui est en cours de construction, là aussi, vous me poussez, je vous dis où il est. 3e, une dizaine de synagogues et quelques mosquées. C'est-à-dire que, j'avoue que là, j'ai pas compté, les synagogues une dizaine parce que c'est des petites synagogues, les mosquées, elles sont beaucoup plus importantes, je ne sais pas combien elles sont. Mais il y en a qui sont en train de compter. Et donc, le discours de certaines associations pas touche à la loi de 1905, c'est en fait un discours qui permet les éclats de rire des lobbies religieux. Parce qu'ils n'ont aucun problème de pouvoir financer sur fonds publics, grâce bien sûr à l'élimination de la différence entre culturel et cultuel, qui a été réalisée par des lois postérieures, et puis deuxièmement, le célèbre bail amphithéotique, qui permet de donner un terrain gratuitement, y compris en plein centre de Paris. Voilà. Quatrièmement, la laïcité
n'est qu'un principe d'organisation sociale. Il n'est pas une valeur, il n'est pas une opinion. On est pour le principe d'organisation sociale, on est laïque. On est contre le principe d'organisation sociale, on n'est pas laïque. On peut donc être laïque en étant croyant ou pas croyant, et on peut être un anti-laïque forcené en étant athée ou croyant. Donc l'athéisme n'est pas un vaccin contre le déni de la laïcité. Parce que c'est un principe d'organisation sociale. On organise la société de telle ou telle façon. 5e item, il est nécessaire d'avoir dans la tête la célèbre phrase de Jean Jaurès, même si je sais que Jean Jaurès est dans la salle, c'est comprendre le réel pour aller vers l'idéal. C'est-à-dire vouloir aller dans l'idéal sans comprendre le réel ne permet pas d'aller vers l'idéal. Et pour ça, il ne faut surtout pas simplifier. En disant, ah ben on sépare le politique et le religieux. Ouh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut clarifier le complexe. C'est-à-dire qu'il faut montrer la complexité. Et pour montrer la complexité, et que les militants qui veulent lutter pour la laïcité, il faut qu'ils comprennent la laïcité. Il faut qu'ils comprennent cette complexité, il faut donc du temps. Voilà. En fait, nous avons 4 adversaires. On n'en a jamais eu autant. Premier adversaire, l'extrême droite, qui est laïque comme je suis évêque. Deuxièmement, la droite installée. Troisièmement, l'extrême centre. Je reprends ce concept de l'historien Pierre Cernat, qui a écrit un livre merveilleux que je vous conseille, qui s'intitule « L'extrême centre ou le poison français », 2019. L'extrême centre, c'est l'extrême centre macroniste. C'est-à-dire qu'il reprend, en fait, un fonctionnement de type Napoléon III. Et le 4e adversaire, c'est la gauche identitaire. Le problème, c'est qu'il faut combattre tous les 4. Combattre que la gauche identitaire et ne pas combattre les 3 autres, ou combattre l'un des 3 autres. Mais d'être complaisant avec la gauche identitaire ne permet pas le fonctionnement normal. Et c'est pour la gauche identitaire d'avoir l'idée suivante, en tout cas c'est celle que je défends, je ne pourrais pas démontrer ici, mais que je pourrais démontrer ailleurs si vous m'invitez, c'est que c'est l'oligarchie capitaliste qui est le principal soutien de la gauche identitaire. C'est pour ça lutter contre la gauche identitaire en ne touchant pas au ressort de la phase actuelle du capitalisme, c'est pisser dans un violon pour faire de la musique. Et donc, pourquoi? Parce que l'oligarchie capitaliste, c'est celle qui a le pouvoir de nomination. C'est celle qui a le pouvoir de financement. Et donc, prenons un exemple. Par exemple, ce qui se passe dans l'université, qu'on dit qu'elle est autonome. C'est l'oligarchie capitaliste qui nomme les gens à certains postes, qui finance les postes et qui finance les laboratoires. Aujourd'hui, l'oligarchie capitaliste finance les labos dirigés par la gauche identitaire et exécute les labos où on travaille la laïcité. On l'a vu très récemment d'ailleurs dans la bataille, j'y reviendrai derrière, contre les 2 chercheurs, Gérard Noiriel et Stéphane Beau. Aujourd'hui, 6e point, aucune direction des grandes organisations politiques, syndicales ou associatives, je parle des grandes, hein, ne promeut le principe de laïcité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des laïcs à l'intérieur de ces organisations. Mais les directions, non. Et ça, les preuves, pour chaque organisation, il faut 10 minutes, un quart d'heure pour lister. Quant aux autres,
celles qui promeuvent le principe de laïcité, elles sont archipélisées comme jamais et vivent souvent dans l'entre-soi par rapport au peuple. Septièmement, jamais dans l'histoire il y a eu une avancée laïque sans avancée sociale. Pire, tous les avancées et les reculs sont, depuis la Révolution française, concomitantes. Quand il y a eu avancée sociale et politique, il y a eu avancée laïque. Quand il y a eu recul social, recul politique, il y a eu recul laïque. Nous sommes aujourd'hui dans un moment où il y a un recul des conquis sociaux. Je reprends le terme de conquis et non pas d'acquis, terme d'Ambroise Croizat. Donc, et en fait, si on ne comprend pas ça, pour parler clair, le laïco-macronisme n'a pas d'avenir. Voilà. La question aujourd'hui, c'est que la bataille pour la laïcité, la bataille réelle pour la laïcité, c'est comprendre la globalisation des combats nécessaires. C'est pas parce que je suis pour la globalisation des combats. C'est pas parce que je suis en même temps un spécialiste et puis de la sécurité sociale. Mais c'est parce que il n'y aura pas d'avancée de la laïcité sans avancée de la sécurité sociale. Et ça, j'ai fait un séminaire à l'université rien que sur ça. Donc, les actions qui ne portent que sur la laïcité n'ont aucune chance d'aboutir. Et bien évidemment, vouloir faire des avancées sociales sans avancée laïque dans un pays comme la France, avec, je dirais, tout ce qui est dans la culture française, c'est une aberration. Donc ceux qui disent le social tout seul ne réussiront pas, et ceux qui disent le laïque tout seul ne réussiront pas plus. Huitièmement, si la laïcité est née en France, c'est uniquement parce que la France a été le plus grand pays d'immigration d'Europe depuis le XIIIe siècle. Il y avait deux pays qui étaient des grands pays d'immigration, c'est la France et l'Espagne. Isabelle la catholique, en 1492, a arrêté l'immigration. Et donc il ne restait que la France à partir de la fin du XVe siècle. Je voudrais simplement dire, sans aller plus loin, que dans les années 20, 1920 et quelques, le taux d'immigration en France était supérieur au taux d'immigration aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose, on a l'impression que l'immigration, elle est née simplement parce qu'il y a eu une immigration venant d'Afrique du Nord. Bon, l'immigration d'Afrique du Nord, bon, c'est une immigration qui a ses caractéristiques, mais en tant qu'immigration, c'est depuis le XIIIe siècle, et là encore, il y a une étude historique qu'il faut faire. Et je siégerai par exemple à Gérard Noiriel, un de ses ouvrages, c'est qu'il faut que vous lisiez. C'est l'ouvrage du pogrom d'Aigues-Mortes à la fin du XIXe siècle, où il y a eu une chasse à l'homme, où des Français ont tué 8 Italiens. Et ils ont tué 8 Italiens, pourquoi ? Parce que les Italiens, ils ne sont pas comme nous, parce que les Italiens, ils nous volent nos femmes, et parce que les Italiens, ils nous volent leur travail. Et pour ça, ça a été un pogrom, bien caché, parce qu'on n'en parle pas à l'école. Voilà. Donc, aujourd'hui, le phénomène d'immigration est généralisé par la mondialisation néolibérale. Conséquence, le principe de laïcité qui recule en France de façon phénoménale devient
devient une nécessité internationale, et si la laïcité recule en France, elle progresse dans la plupart des pays du monde. Il ne faut pas être ethnocentrique. 9e point, dans la martyrologie, quels sont les plus grands martyrs des dernières décennies? C'est les partisans de la laïcité. Et que de ce fait-là, on oublie les centaines de milliers de morts en Indonésie en 1965. On oublie les assassinats après le printemps arabe, les assassinats de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi. On oublie l'assassinat de Mohamed Boudiaf en 1992. Pourquoi ils ont été assassinés? Par l'islam politique, hein. Ils ont été assassinés parce que Mohamed Boudiaf voulait introduire le principe de laïcité en Algérie, et rien que pour ça. C'est le régime qui l'a flingué. Pourquoi? Bon, ça se discute. Mais... Avec les islamistes. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Pourquoi on a flingué Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi? Parce que c'était deux leaders du Front populaire tunisien, dont le but, c'était effectivement de mettre le principe de laïcité en Tunisie et de ne pas s'arrêter, je dirais, à la distance qu'il devait y avoir simplement entre l'islam et le régime tunisien. Et ils ont frappé juste. Parce que s'il y a eu d'énormes manifestations qui ont pleuré la mort de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi, aujourd'hui, le Front populaire est diminué. Donc ils ont frappé, enfin nos adversaires ont frappé juste. C'est exactement pareil que l'assassinat de Jean Jaurès le 31 juillet 1914, et 2 jours après, toute la direction du Parti socialiste piétinait les positions de Jean Jaurès en partant dans l'Union sacrée. Et en 1919, l'assassin de Jean Jaurès a été acquitté sous les vivas de la foule de l'extrême droite qui était présente au procès. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire, la laïcité, la bataille de la laïcité est un combat planétaire. Le premier essai avait été fait par Lufal, quand il a fait ses relations internationales. Et cette idée-là a été reprise par une autre association, qui avait un peu plus de moyens, qui s'appelle Femmes Solidaires. Et cette association a continué les relations laïques internationales. Dans son dernier événement, il y avait 85 délégations internationales à ces rencontres internationales sur la laïcité. La laïcité progresse, mais elle diminue fortement dans le pays où elle est née. Voilà. Ça va, je suis au 10e point, vous voyez, j'ai l'habitude de minuter, hein. Avant le coronavirus, je faisais une centaine de conférences par an. Toutes mes conférences sont minutées. À terme, 10e point, il conviendra de constituer un bloc historique pour savoir comment on lutte. Il faut constituer un bloc historique. Je me réfère bien sûr à Antonio Gramsci quand je dis ça, au philosophe communiste, que Mussolini a eu l'intelligence, pour défendre le fascisme, de mettre en prison. Et ce bloc historique, il faut le constituer avec, pas seulement, mais avec la classe populaire, ouvrière et employée. Car en termes sociologiques, la classe qui défend le plus la laïcité, ce sont les ouvriers et les employés.
Et la catégorie sociale qui défend le moins la laïcité, c'est les couches moyennes supérieures, y compris si elles sont radicalisées. Bon, là encore, on a des sociologues républicains qui explicitent ce phénomène. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que l'ensemble des directions des organisations politiques et syndicales ne parlent qu'aux couches moyennes salariées. Les couches moyennes salariées, c'est uniquement 39% de la population française, alors que les ouvriers et les employés, c'est 50% de la population française. Et que rien que si on est démocrate intelligent, moi je me rappelle une phrase de François Mitterrand. On peut critiquer François Mitterrand, mais pas sur sa lucidité. Parce que François Mitterrand disait, la seule façon, il le disait aux gens du Parti Socialiste qui étaient contre l'alliance avec le Parti Communiste, il disait la seule façon pour un président de gauche d'être élu en France, c'est d'être le candidat des ouvriers et des employés. Pour être candidat des ouvriers et des employés, il faut l'alliance avec le Parti communiste, et il a eu raison, puisque 41% des ouvriers et des employés ont voté PS dès le premier tour, et lorsqu'il y a eu le soutien du Parti communiste au deuxième tour, eh bien ça a été entre 75 et 77% des ouvriers et des employés qui ont voté François Mitterrand. C'est-à-dire que sur les 50 et quelques pourcents qu'il a donnés, 40% ce sont les ouvriers et les employés, et ce ne sont pas les couches moyennes supérieures radicalisées qui ont apporté les choses. Donc, la notion de classe sociale et le primat de la lutte des classes est absolument indispensable. Pas parce que c'est un supplément d'armes, mais tout simplement parce que ça relève de la nécessité. Et donc, et pour mener des combats sur la démocratie, sur la laïcité, sur le social, et maintenant sur l'écologie, et d'aller vers la République sociale, eh bien, il est absolument nécessaire d'avoir un travail d'implantation et de créer du lien social et politique avec cette classe majoritaire qui est la classe populaire, ouvrière et employée, la seule qui aujourd'hui n'a pas de porte-parole. Hein? Voilà, c'est-à-dire que vous avez par exemple toutes les minorités, tous les dominés ont des porte-paroles. Hein, les porte-paroles LGBTQI+, les femmes, ceux qui subissent le racisme, etc. Il y a des leaders. Le seul où il n'y a pas de leader, c'est les ouvriers et les employés, parce que l'oligarchie capitaliste les a massacrés. Voilà. Et donc, cette classe, elle ne fait que grossir, année après année, les rangs des abstentionnistes, et non pas de l'extrême droite. La majorité des ouvriers et des employés aujourd'hui s'abstiennent, ne votent pas comme disent. Ça me fait mal quand j'entends des gauchistes dire ils vont vers l'extrême droite. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, il y a eu un surcroît de vote FN à l'extrême droite, et ce sont ceux-là, les ouvriers et les employés, qui ont quitté le Rassemblement national le 20 et le 27 juin 2021. C'est personne d'autre. Mais ça, bien évidemment, ce n'est pas BFM, LCI, CNews et puis France Info qui le diront. Voilà. Alors, et là-dessus, bon, nous venons de faire une visioconférence sur les résultats électoraux, et là on a montré tous les chiffres. Ce qui fait que notre adversaire, c'est le capitalisme et non pas l'extrême droite. L'extrême droite n'est qu'une des armes du capitalisme pour faire le sale boulot quand la droite n'est pas capable de le faire. Ça, c'est dans l'histoire. Je rappelle que l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne, c'est quand le patronat a convoqué le chef de la droite
et en disant demain matin 8h30 tu fais un accord avec Hitler et son parti, ou alors tu n'as pas le soutien du patronat allemand. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est de la véritable histoire populaire. 11e, donc voilà. C'est pour cela que notre réseau, donc réseau éducation populaire, Respublica, combat laïque, combat social, fédérer le peuple, on a soutenu les chercheurs Beau et Noiriel lorsqu'ils ont été attaqués en meute par la gauche identitaire. Parce qu'ils étaient sur le plan intellectuel une sorte de concaténation d'un ensemble de principes qui sous-tendent notre propre travail. Parce que eux, ils sont tout ce que nous souhaitons, mais en tant que chercheurs. Et notre réaction a permis, je dirais, un cran d'arrêt au développement fulgurant de la gauche identitaire, dans les milieux intellectuels, j'entends, seulement, par un début de rassemblement, notamment des sociologues et des historiens républicains. Ça pallie en partie le départ des anciens soutiens que nous avions dans le secteur de la philosophie, qui, tout en conservant le discours formel qu'ils ont toujours eu, pensent qu'ils pourront faire avancer les choses dans une stratégie néolibéralo-compatible. Dernier point, 12e point, préparer un nouveau bloc historique pour la liaison des combats démocratiques, laïques, sociaux et écologiques, c'est comprendre que nous avons un impératif catégorique au sens de Kant de lutter contre l'entre-soi, contre l'archipélisation, qui est une maladie infantile de la gauche laïque, et donc d'agir ensemble, de débattre ensemble, avec des arguments raisonnés, et non pas mus par nos émotions. Ce qui implique la priorité à la formation politique et à l'éducation populaire refondée, qui demande plus de temps que des petits exposés. En dernier lieu, eh bien, je dirais que nous avons besoin de nous soutenir plus efficacement et sans condition lors de nos affrontements avec l'un de nos 4 adversaires. Je vous remercie de votre attention.